Bonjour tout le monde, bonjour à toutes. Bienvenue à cette table ronde, à cet événement. On est très heureuse de vous accueillir à cette table ronde qui porte le titre de Regards croisés sur les représentations médiatiques des femmes et des minorités sexuelles et de genre. On est très heureuse d'avoir réussi à réunir différentes équipes de recherche, donc 3 équipes de recherche qui vont pouvoir vous partager leurs réflexions, leurs trouvailles et leurs constats qui portent sur les représentations médiatiques et un peu l'arrimage de ces représentations-là médiatiques dans le vécu, l'expérience des individus, du monde social dans lequel on évolue, etc. Alors, ça va être super intéressant de voir comment ce regard croisé-là nous permet d'avoir une lecture qui est complémentaire, qui est peut-être différente, peut-être similaire de différents enjeux autour des représentations médiatiques. Alors, bienvenue tout le monde. C'est aussi très intéressant d'avoir un regard croisé parce qu'on a un regard croisé d'étudiantes, en grande majorité, je pense, de quelques étudiants peut-être de 3 séminaires qui sont présents et présentes aujourd'hui. Alors, on a les étudiantes du séminaire qui est dirigé par Michelle Stewart. Merci beaucoup, Michelle, de te joindre à nous avec tes étudiantes aujourd'hui. Donc, le séminaire en recherche féministe en communication. On a aussi donc les étudiantes du séminaire de maîtrise en études féministes, Madame Francine Descaries qui est avec nous aussi, qui se joint donc à l'activité avec les étudiants du séminaire. Et finalement, le séminaire de recherche en études culturelles en communication. C'est un séminaire de 2e ou de 3e cycle, je ne suis pas certaine, Anouk. Merci d'être là, puis tu pourras peut-être 2e cycle aussi, donc séminaire de maîtrise. Bonjour Anouk. Merci à toutes les 3 donc d'avoir accepté de vous joindre à cette activité-là et merci à tous les étudiantes et étudiants qui sont présents. Voilà, donc c'est vraiment intéressant d'avoir ce regard croisé-là d'équipes de recherche, mais aussi pluridisciplinaire, transdisciplinaire dans les discussions qu'on va avoir parce qu'on a des personnes là, qui sont d'horizons complètement différents les uns les autres. Je pense que c'est des initiatives intéressantes là, de réunir des personnes qui viennent de différents milieux pour parler d'enjeux qui nous intéressent tous et toutes. Je veux aussi prendre un petit moment pour remercier les personnes qui sont présentes et qui sont des personnes du public qui ont été intéressées par notre table ronde aujourd'hui et qui sont présentes. Et merci aussi tout spécial aux personnes des groupes, les militantes qui sont présentes aujourd'hui. Eve-Marie va dire quelques mots sur la spécificité des projets de recherche qui sont présentés aujourd'hui, qui sont des projets en partenariat, bien souvent avec des groupes terrain. Donc, je prends un moment pour remercier les personnes de ces groupes-là qui sont présentes aujourd'hui. Donc, voilà, je vous souhaite un très bon moment avec des belles réflexions lorsqu'on va écouter nos présentatrices. Et puis, je passe la parole à Eve-Marie Lampron qui va pouvoir nous dire quelques mots sur la spécificité du projet aujourd'hui, notamment dans le cadre du protocole. Vas-y, Eve-Marie, tu vas l'expliquer beaucoup mieux que moi. Je trouve que tu l'as très bien expliqué. Bonjour tout le monde, je m'appelle Eve-Marie Lampron, je suis agente de développement au service aux collectivités, donc je vais avoir le grand plaisir de co-animer cette réunion avec Catherine et avec les autres collègues du comité organisateur. C'est quoi le service aux collectivités? En fait, c'est une structure assez unique à l'UQAM qui nous permet d'accueillir les demandes concrètes de groupes, qu'il s'agisse de groupes communautaires, de syndicats et ou, dans le cas qui nous intéresse et qui m'intéresse, de groupes de femmes et de groupes féministes interpellés par la question du genre, et de croiser leurs demandes et leurs expertises avec celles du corps professoral de l'UQAM. En fait, un partenaire important au service aux collectivités, au protocole UQAM Relais Femmes, ce qui est une entente qui existe depuis 40 ans, en fait, pour favoriser des projets où se maille l'expertise des groupes de femmes terrain et l'expertise des chercheurs et des étudiantes de l'UQAM. Bien, une partie très importante de ce protocole-là, c'est bien sûr l'IREF, donc l'Institut de recherche d'études de féministes, qui est co-organisateur
de cette table ronde. Donc, avant de passer la parole à Caroline qui pourrait nous présenter les rêves très, très brièvement, moi, je suis très fière qu'il y ait 2 des 3 projets qui soient présentés ici aujourd'hui, qui soient des projets menés en partenariat. D'ailleurs, le 3e projet, c'est aussi 2 chercheurs qui travaillent en partenariat, notamment avec moi dans le cadre de d'autres projets, avec d'autres groupes. Donc, je suis très heureuse de voir que l'événement suscite l'intérêt, puis ça pourrait être l'occasion peut-être pour les personnes étudiantes d'en apprendre davantage sur les recherches partenariales à l'UQAM. Donc, peut-être Caroline, brièvement, qu'est-ce que l'IREF? Bonjour tout le monde. Alors, l'IREF, l'Institut de recherche et d'études féministes de l'UQAM, il y a plusieurs choses dans le nom. On a un volet études et un volet recherche, des programmes de formation, un certificat et des concentrations de premier, deuxième, troisième cycle, des publications, des activités comme celle d'aujourd'hui qu'on fait en partenariat avec le protocole UQAM Relais Femmes, des séminaires de nos membres. C'est comme être en famille, mais en famille très élargie avec des étudiantes de tous horizons. Et donc, l'IREF, comme ça se veut, un lieu justement d'échange et de partage, de discussion, c'est l'événement d'aujourd'hui rentre tout à fait dans son mandat. Et ça me fait plaisir de l'avoir organisé avec mes collègues. Excellent. Merci, Caroline. Donc, vous avez compris que moi, je suis plus en charge de la partie logistique, entre guillemets, là, de l'animation de l'événement. Donc, grosso modo, comment ça va se passer? C'est qu'on va avoir une première équipe de recherche qui va faire la présentation. Par la suite, on va avoir 5 minutes pour répondre vraiment à des questions de précision. Donc, qui peuvent être posées dans le chat à ce moment-là. Puis, on va prendre 5 minutes pour y répondre. Mais les vrais échanges, ça va être à la fin des 3 présentations. Donc, on a 2 présentations back-à-back un peu. Par la suite, on va avoir une courte pause. On revient pour la 3e présentation et ça nous devrait laisser une bonne heure d'échange pour essayer aussi de voir toute la transversalité là, entre les présentations et les différentes représentations médiatiques qui vont être évoquées. Donc, si jamais il y a des pépins techniques, écrire dans le chat privé à Caroline Désy de l'IREF ici présente. Évidemment, vous le savez, la discussion est enregistrée, mais je vous rassure, avant la période d'échange, nous allons couper l'enregistrement. Ça nous permettra des échanges d'autant plus riches et porteurs de débats, de perspectives, sans avoir la peur que ça se retrouve partout sur Internet. Donc, d'ailleurs, les participants et participantes ont accepté de rendre leur PowerPoint disponible. Donc, je vais les feeder en excellent français dans le chat pendant leur présentation. Donc, vous pourrez les télécharger, les personnes de l'assistance plutôt. Est-ce que des questions de déroulement? Ce serait clair? Bien, écoutez, à ce moment-là, sans plus tarder, on va commencer avec notre première équipe qui va nous faire une présentation intitulée Visibilité et identité de genre, étude des chaînes YouTube LGBTQIA+ au Canada. Donc, nos présentatrices sont dans l'ordre Anaïs Maillard, qui est docteur 3e cycle en communication, en concentration études féministes, dont les recherches portent sur les usages féministes des technologies numériques, notamment ceux des podcasts féministes dans le cadre de sa thèse, et elle collabore également à d'autres projets services aux collectivités. Par la suite, Mélanie Millette va prendre la parole. Donc, Mélanie est professeure au département de communication sociale et publique de l'UQAM, membre du laboratoire sur la communication et le numérique, donc le fameux lab CMO UQAM et Université Laval, où elle est responsable de l'axe méthodologique. Elle est aussi membre de l'IREF et du REQEF, Réseau québécois en études féministes. Ses recherches portent sur les usages politiques des médias sociaux pour des personnes en situation minoritaire ou marginalisées. Ces travaux abordent la manière dont on mobilise les plateformes numériques à des fins de prise de parole, de reconnaissance sociale, de revendication, d'organisation ou de participation politique. À vous la parole. Merci beaucoup, Eve-Marie. Merci, Marie. Donc, moi, je vais en profiter juste pour vous dire bonjour. La recherche qu'on vous présente aujourd'hui, c'est Anaïs qui va la présenter surtout. Et puis, donc, c'est des trucs sur lesquels on travaille depuis déjà 2 ans et demi. Donc, c'est pour ça que c'est surtout elle qui va le présenter. Puis, on a bénéficié d'un financement du FRQSC, en fait, pour faire la recherche. Puis, moi, je vous reparle en conclusion. Et en attendant, je vais partager le PowerPoint avec le partage d'écran. Et puis, Anaïs pourra commencer. Voilà.
OK, c'est parfait. Excellent. Mélanie, Je vais couper mon micro, Anaïs, mais je suis là. vous m'entendez là? Oui. OK, parfait. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci tout d'abord pour l'organisation de cette table ronde et de nous avoir invités, Mélanie et moi, à présenter notre recherche sur laquelle on travaille, comme elle a dit, depuis 2 ans et demi. Donc, cette recherche, la portion qu'on présente aujourd'hui, on l'a intitulée « Visibilité et identité de genre, étude des chaînes YouTube LGBTQIA+, au Canada ». Donc, pour vous mettre un petit peu en contexte les éléments de la recherche, Mélanie, si tu veux passer à la deuxième slide. Pour mettre un petit peu en contexte les éléments de la recherche que je vais présenter aujourd'hui, il faut savoir que cette recherche vise plus globalement à s'intéresser aux possibilités et aux contraintes qui sont associées à l'usage des médias sociaux pour les personnes en position minoritaire, telles que les personnes LGBTQIA+, qui sont assez généralement peu ou mal représentées dans l'espace public médiatique. De fait, l'objectif de notre recherche est d'identifier comment les personnes LGBTQIA+, négocient leur visibilité numérique, donc de voir comment elles parlent, de quoi elles parlent, quelle visibilité elles obtiennent, quelles sont les stratégies qu'elles mettent en place, etc. Donc, pour mettre en place cette recherche, on a consulté bon nombre de chercheuses et de personnes concernées afin de nous assurer que, en tant que personnes plus ou moins concernées parmi les membres de l'équipe par notre objectif de recherche, on voulait adopter une posture éthique qui ne prenne pas la parole à la place des personnes concernées. Et ces réflexions ont d'ailleurs amené à la publication d'un premier article par Mélanie et par Sclérène Le Gallo sur la position d'alliés. Donc ça a été vraiment le premier volet de la recherche. Et puis, en fait, qui a émergé de nos discussions. Et ensuite, la recherche a été divisée en 3 volets. Donc le premier porte sur les chaînes YouTube LGBTQIA+ canadiennes. C'est ce volet-là dont je vais parler spécifiquement aujourd'hui. Le deuxième volet, il vise à documenter la recherche de visibilité et d'invisibilité des personnes LGBTQIA+, dans leurs usages des médias sociaux. On a, entre autres, réalisé des entretiens semi-dirigés avec 22 ou 23 personnes, je ne sais plus exactement, afin de documenter leurs usages. Et puis, le troisième volet, il est encore en cours et en fait, il porte sur les netiquettes, donc ce qu'on appelle aussi des chartes de conduite, présentes sur les groupes Facebook LGBTQIA+, et féministes. Alors, qu'est-ce que nous dit la littérature à propos de notre recherche? La littérature scientifique note d'abord que le développement des médias sociaux actuels et des dispositifs vidéo amateurs ont abaissé le seuil de connaissances techniques nécessaires pour créer des contenus. Donc, les usagers ont développé des pratiques identitaires et de présentation de soi qui rendent possible la mise en visibilité de certaines facettes de soi qui trouvent peu leur place dans l'espace public médiatique dominant. Quand on parle de visibilité médiatique, c'est très large en fait. C'est le principe d'être vu, d'être représenté, de s'auto-représenter, et ça peut aussi être traversé d'une dimension politique. Je vous inviterai, si vous avez des questions sur le sujet, à questionner Mélanie qui a beaucoup travaillé là-dessus. Donc profitez-en, vous avez une experte parmi nous aujourd'hui. Donc plus spécifiquement, les pratiques identitaires dans YouTube semblent particulièrement marquées par la narration de soi, et à ce titre, les recherches ont montré que l'usage de YouTube a contribué à ce que les personnes trans, notamment, sortent d'un carcan qui est souvent pathologisant et minorisant, en montrant des personnes autrement que de la façon dont elles sont rendues visibles dans les médias traditionnels. De l'autre côté, les pratiques identitaires côtoient également des pratiques qui sont plus stratégiques, alignées avec la recherche de clics et la quête d'attention en vue d'être monétisées. C'est la problématique de plateformes comme YouTube. Donc, il y a une tension assez fondamentale entre les pratiques identitaires qui prennent forme sur YouTube, entre la recherche de monétisation et les pratiques identitaires. De plus, je ne vous apprends rien, les normes dominantes, dans notre société contemporaine, les normes dominantes
catégorise les êtres humains en deux groupes distincts, hommes et femmes. Et l'algorithme de YouTube n'en fait pas exception, puisque le contenu présentant des identités qui sont plus consensuelles sont aussi celles qui obtiennent davantage de visibilité. Et c'est pourquoi on s'est intéressé aux normes sociales qui cadrent et contraignent l'identité de genre et les orientations sexuelles, puisque la logique hégémonique prescrit aux personnes d'adhérer à des identités binaires et à des relations hétérosexuelles. Donc, parlons un petit peu de notre méthodologie. Dans le cadre de la recherche, dans le cadre de ce volet de la recherche, en fait, on a recensé 19 chaînes YouTube LGBTQIA+ canadiennes. Cette recension a été réalisée à l'été 2018 en utilisant le moteur de recherche de YouTube et de Google. On a donc procédé à de multiples requêtes et en utilisant les recommandations de YouTube pour trouver ces 19 chaînes. On a ensuite sélectionné les vidéos les plus récentes de chacune des chaînes jusqu'à concurrence de 50 vidéos, ce qui nous a permis de constituer un corpus de 941 vidéos, puisque certaines chaînes n'avaient pas 50 vidéos. Donc c'est pour ça qu'il y en a un petit peu moins qu'on est arrivé au nombre de 941. On a donc procédé à une codification thématique de ces vidéos, de façon émergente des thématiques, c'est-à-dire qu'on a écouté les vidéos et on a extrait à la mitaine chaque thématique évoquée dans les vidéos, mais aussi le nombre d'abonnés des youtubeurs et youtubeuses et le nombre de visionnements par vidéo. Suite à ça, ça a fait émerger 64 sous-codes qui ont été regroupés ensuite dans 4 grandes thématiques qui sont le style de vie, la vie affective et sexuelle, l'expérience identitaire, ainsi que le divertissement. Et cette méthodologie a fait émerger le tableau suivant. Oui, c'est à toi, Valérie. Merci. Donc ce tableau, il illustre la représentation quantitative des 4 thématiques évoquées dans chacune des chaînes. Donc c'est un graphique qui représente la densité des thématiques, c'est-à-dire que, étant donné que nos 4 grandes thématiques n'avaient pas le même nombre de sous-catégories, on ne pouvait pas les comparer les unes par rapport aux autres, puisque le ratio n'était pas le même. Donc en fait, on a fait une redistribution des valeurs afin de pouvoir comparer la densité des thématiques. Et donc dans ce tableau, la façon dont on a présenté les chaînes, c'est qu'on a mis tout à droite les chaînes les plus populaires en termes de visibilité et les moins populaires, les plus populaires, excusez-moi, à gauche, celles qui ont le plus de popularité à gauche et celles qui en ont le moins à droite. Et donc, c'est là où le point dont on avait envie de discuter avec vous aujourd'hui, c'est que les 3 chaînes les plus ayant le plus de popularité, on le voit sur le tableau, sont celles de Gigi Lazzarato, de Steph Sanjati et de Julie Vu. Donc penchons-nous un petit peu sur ces 3 chaînes qui sont des chaînes de femmes trans, appartenant à des femmes s'identifiant comme femmes trans. Donc la première, c'est Gigi Lazzarato, qui a démarré sa chaîne en juillet 2008 sous le nom de Gigi Gorgeous. C'est une femme trans qui s'identifie comme lesbienne. Elle a fait son coming out en 2013 et elle a documenté toute sa transition sur sa chaîne. Aujourd'hui, j'ai actualisé pour cette présentation les données. Elle possède 2,83 millions d'abonnés sur sa chaîne. Et elle comporte 537 vidéos où elle parle de son expérience subjective et des aspects identitaires. Alors évidemment, sa chaîne a évolué et fluctue en fonction de sa démarche, en fait, de sa vie. Mais au moment de notre étude, ces vidéos portaient principalement sur l'esthétique, le unboxing. Donc c'est des sessions de déballage où les personnes montrent ce qu'elles ont reçu, sur le maquillage et sur la mode principalement. Ensuite, Juste peut-être, Anaïs, au cas où ça interpellerait les gens, juste dire comment on a distingué esthétique puis maquillage. Esthétique, ça a été beaucoup plus largement sur
l'ensemble des vidéos qui évoquaient aussi bien des représentations davantage corporelles, tandis que le maquillage, c'était très axé sur je vous montre quel maquillage me fait, et donc c'est une personne qui présentait beaucoup ces deux thématiques-là. Ouais, donc juste peut-être pour préciser encore davantage, quand on parle de maquillage, on est vraiment dans une logique où ça pourrait être une vidéo de maquillage d'une youtubeuse beauté là, comme Cynthia Dulude là, pour les étudiants qui sont avec nous. Donc, on est vraiment dans une logique où on présente un produit, etc. Et quand on est dans l'esthétique, on est dans un registre où ça peut être davantage identitaire. Voilà, Merci. pardon. Non, c'est parfait. Ensuite, si tu veux changer de slide, Mélanie, concernant Steph Sanjati, qui est la seconde au palmarès du nombre d'abonnés des chaînes que nous avons sélectionnées, elle possède 591 000 personnes qui sont abonnées à sa chaîne YouTube, qu'elle a lancée en 2012, mais qu'elle a commencé réellement à documenter en 2014. Donc, elle se définit comme femme trans hétérosexuelle, et les thématiques qu'elle évoque dans les vidéos qu'on a codées sont assez différentes de celles de Gigi Lazzarato. Elle parle principalement de sa transition, de la réassignation, de l'image qu'elle a d'elle-même. Elle aussi, elle parle d'esthétique, mais aussi de ce que nous avons nommé les revendications politiques et la chirurgie esthétique. Donc, voilà pour cette Steph Sanjati. Et enfin, Julie Vu, c'est aussi une femme trans qui s'identifie comme hétérosexuelle. Elle a démarré sa chaîne en avril 2011 sous le nom de Princess Jewel. Elle possède 551 000 abonnés et 587 vidéos sur sa chaîne. Et dans les thématiques qu'elle évoque, elle se situe vraiment entre ce dont parle Gigi Lazzarato et d'un autre côté Steph Sanjati, puisqu'elle évoque autant les réalités trans et son identité que l'esthétique, elle fait des unboxings, que le maquillage. Alors, qu'est-ce que tout cela nous dit ? Tout d'abord, je pense qu'il est important de noter qu'il y a une parité des genres dans notre corpus, et ça n'a pas été du tout orienté. Il a été constitué comme ça à l'aube de nos recherches, en fait. Et c'est assez intéressant parce que, donc c'est ça, les personnes qui s'identifient comme femmes possèdent 10 des 19 chaînes qui ont été recensées, alors que les chaînes tenues par des personnes s'identifiant comme femmes sont moins nombreuses, a priori, selon la littérature scientifique, que les chaînes YouTube tenues par des hommes. Là où c'est intéressant aussi, c'est la très grande popularité des 3 YouTubeuses trans dont j'ai parlé aujourd'hui. Et tant sur le nombre d'abonnés que le nombre de visionnements, c'est ces 3-là qui ont davantage de popularité. Et c'est ce qui fait aussi que nos résultats dénotent un peu des principales études sur les dimensions genrées de YouTube, où les femmes sont, comme je le disais, moins nombreuses à tenir des chaînes, mais en plus d'être moins représentées, excusez-moi, parmi les chaînes les plus populaires. Donc, on voit bien que dans notre étude, en fait, ce sont les femmes trans qui tirent leur épingle du jeu. Et bien que Gigi Lazzarato a probablement acquis une popularité importante en participant à une télé-réalité ainsi qu'à un film documentaire, en ce qui concerne Julie Vu et Steph Sanjati, c'est vraiment par leur pratique de vidéos YouTube qu'elles ont acquis leur popularité. Ensuite, sur le plan des sujets abordés, les résultats de notre recherche montrent que les youtubeurs et youtubeuses canadiens et canadiennes s'identifiant comme LGBTQIA+, reproduisent certaines logiques genrées, notamment en ce qui a trait aux thématiques dites plus féminines, comme je vous l'ai montré, le maquillage, l'esthétique, la mode, qui sont davantage évoquées par les personnes qui s'identifient comme femmes, ce qui montre en ce sens une certaine appropriation des discours et des normes hégémoniques. Par ailleurs, la reproduction du binarisme de genre dans l'identification des youtubeurs est manifeste dans les résultats, puisqu'aucun des youtubeurs de notre corpus s'identifie de manière fluide ou non binaire.
Toutefois, il est important de noter que le fonctionnement de l'algorithme de YouTube met davantage en valeur les contenus qui auront la chance d'attirer davantage d'attention, comme je le disais expressément dans la revue de littérature. Et donc, il en résulte très probablement que les youtubeurs non-binaires ou genderfluids ont été lésés par l'algorithme du tri de recommandations, et donc c'est pour ça qu'elles ne font pas partie non plus de notre corpus. D'ailleurs, cette iniquité est d'autant plus grande si la personne cumule plusieurs situations d'oppression, telles que si ce sont des personnes racisées, des personnes en situation de handicap ou en situation économique précaire, par exemple. Par ailleurs, même si nous avons constaté qu'à travers le renforcement du modèle hétéronormatif du couple marié et menant à la famille nucléaire, les youtubeuses présentent aussi des ouvertures qui rompent avec ce modèle. Donc, par exemple, sont abordés des sujets comme le couple ouvert, le couple non monogame ou encore le trouble, et cela représente une avancée quand même non négligeable par rapport aux normes sociales très fortes, historiquement héritées des domaines religieux et du droit. Et ces résultats laissent donc penser que si le couple comme institution est préservé dans les normes produites à travers les vidéos YouTube, sa définition en est quand même élargie et assouplie, à la fois dans la manière de l'aborder, mais aussi de le vivre et de l'envisager. Donc, il semble y avoir une nette mise en tension entre les discours hégémoniques et les revendications identitaires, c'est-à-dire qu'elles négocient certaines normes et s'en réapproprient d'autres. Donc, au-delà de la reproduction des normes, il est important d'insister sur le fait que plusieurs des normes reproduites sont néanmoins élargies en tout cas au sein des chaînes YouTube qu'on a étudiées, et elles sont à la fois reproduites, mais aussi élargies, négociées et réappropriées par les youtubeurs et youtubeuses LGBTQIA+. Et je vais donner le mot de conclusion à Mélanie. Oui, merci beaucoup Anaïs. Donc vous l'avez vu, ou en tout cas minimalement senti, c'est une recherche assez foisonnante, hein, une analyse qualitative de presque 1000 vidéos avec du traitement statistique et tout. Mais il y a 2 éléments sur lesquels j'aimerais attirer votre attention, et puis si ça résonne avec vous, on pourra peut-être y revenir dans la période d'échange et de débat. Donc, c'est 2 enjeux méthodologiques et épistémologiques de fond, je pense, et je ne pense pas qu'on va les résoudre ici, mais c'est important de les adresser, en tout cas de commencer à les prendre en compte. La question des relations de pouvoir, puis la question de la légitimité également. Donc, il y avait une certaine diversité dans l'équipe de recherche. La chercheuse qui portait la recherche est quand même une personne en situation de privilège, donc ça a été parfois complexe à naviguer, ça l'est encore quand on essaie de penser certains résultats et de le faire avec le plus de soins possible. Donc, je pense qu'on pourra en discuter tout à l'heure. Et puis, l'autre élément aussi qui touche aussi à la métaux et à l'épistémologie, c'est qu'on s'est rendu compte pendant le cours de la recherche à quel point l'étude des plateformes en ligne comme YouTube va exiger de plus en plus une connaissance des algorithmes. Il y a une intellectuelle française qui s'appelle Angèle Christin qui parle même d'une ethnographie des algorithmes dans un de ses derniers articles. Et je me disais, il y a clairement un travail, un tri et une valorisation des contenus par un algorithme qui n'est pas neutre sur YouTube. On l'a vu, hein, les recommandations semblent favoriser certains types de vidéos. Les youtubeurs, youtubeuses ne sont pas dupes, le savent et développent des compétences très fines pour mousser certains types de vidéos, répondre à ces attentes-là. Donc, quelque part, le design même de l'algorithme vient limiter, j'ai envie de dire, l'expression identitaire qui devrait être beaucoup plus créative que ça. On l'espérerait, en tout cas, dans YouTube. Et c'est un vrai défi pour la recherche, pour les gens, en tout cas, comme moi, qui s'intéressent à ces plateformes numériques. Donc, je vais vous laisser sur des petites références que vous avez dans le diaporama de toute façon, puis cesser le partage d'écran. Donc, merci beaucoup. Bien, merci à vous, Mélanie et Anaïs, pour cette
Excellente présentation qui met bien aussi la table pour ce qui va suivre. Donc, c'est excellent. Je l'ai mis dans le chat à tout le monde, mais si vous avez des questions de précision ou des éléments sur méthodologiques, par exemple, que vous avez moins bien compris, des éléments sur lesquels une rétroaction rapide là, de Mélanie et d'Anaïs pour faciliter votre compréhension de ce qui vient d'être dit, vous pouvez les poser dans le chat dès maintenant, là. Je ne vois personne en train de taper. Puis évidemment, si vous avez des questions davantage de fond, puis qui nécessitent des échanges, vous les notez bien, bien à côté et on y revient en vous donnant la parole pendant la période de questions à la toute fin de l'événement. Ah, on a une question de Lucille Crémier ici. Est-ce que vous avez fait des distinctions dans l'analyse thématique entre chaîne franco et chaîne anglo? Quelle excellente question, Lucille Crémier. Non, en fait. Non, parce que ce qu'on voulait, en fait, quand on a fait, au début du projet, quand on a fait les consultations avec des personnes concernées, donc des personnes LGBTQIA+, et des chercheurs-chercheuses qui s'identifient comme LGBTQIA+, ou qui travaillent sur ces enjeux depuis des années, on nous a dit, on manque tellement de données qualitatives sur l'identité LGBTQIA+, et numérique, que quelque chose d'englobant, ce serait vraiment utile pour nous. Donc, Anaïs a fait une recherche le plus exhaustive possible, a trouvé ces 19 chaînes, et puis on a décidé de faire un seul corpus là, qu'on a codifié en français parce qu'on travaillait en français. Mais donc, je ne sais pas si tu veux compléter ou si c'est suffisamment complet, Anaïs. Je pense que tu as répondu à la question. OK. Est-ce qu'on a d'autres questions de précision? C'est exactement le type de questions que vous pouvez poser dès maintenant. Bien, écoutez, Ah oui! Alors, parmi les chaînes, une question de Myriam Lawedge. Parmi les chaînes tenues par des personnes s'identifiant comme hommes, avez-vous noté la présence d'hommes trans? Oui, tout à fait. Je pense qu'on en avait 4 ou 5. Oui, vas-y, puis je vais retrouver la diapo, puis je vais la partager. Ok, ben c'est ça, on en avait 4 ou 5 et de la même façon que du côté des femmes trans, en fait, les hommes trans se réappropriaient certaines normes davantage hégémoniques pour correspondre à une identité plus masculine. Alors là encore, on peut comprendre que l'algorithme nous a nécessairement proposé ces personnes-là spécifiquement parce que c'est pas le bon tableau, Mélanie. Ah, zut. Ouais. Alors, il n'est pas dans cette présentation-là. Non, il on est l'a pas. OK, ouais. non, je suis désolée, on ne l'a pas ici. Ouais. Mais c'est ça, on en avait 4 ou 5. Oui, dont 2, en fait. Élément intéressant, il y a vraiment quelque chose de très spécifique à ce corpus-là, parce que les 2 chaînes tenues par des personnes s'identifiant comme hommes, les plus populaires, sont également des chaînes tenues par deux personnes s'identifiant comme hommes trans. Donc, ce qui serait intéressant, en fait, dans une poursuite de la recherche, ce serait de voir si... idéalement, ce serait d'interviewer les YouTubers, parce que moi, ce qui m'intéresserait, le genre de questions que ça enclenche, c'est clairement, ça répond à un besoin. Il y a certaines chercheuses, notamment Denise Médico, qui travaille sur les réalités trans, qui est une chercheuse de l'UQAM en sexologie, qui a démontré que YouTube vient répondre à un besoin de connaissances vernaculaires situées, donc des connaissances expérientielles de la part notamment des personnes trans. Donc, YouTube vient vraiment répondre à un besoin par rapport à ces connaissances-là. Cadré autrement que dans le jargon médical, qui est encore aujourd'hui parfois très, très carré, très rigide et très même pathologisant. Donc, ce pourrait être une piste qui explique cette très grande popularité des chaînes des personnes trans dans notre échantillon. Et c'est également, je pense, donc ça peut être une des raisons. Une autre également, je pense que c'est clairement des personnes qui ont développé une très bonne maîtrise de la plateforme YouTube. Si vous regardez leurs vidéos, c'est très bien produit. Elles comprennent les enjeux de scénarisation, de narration de soi, de cadrage caméra, d'éclairage. Donc, il y a clairement de grandes compétences télévisuelles, j'ai envie de dire, qui sont développées également.
Excellent. Je vois plein de questions, puis il y a certaines qui sont davantage des questions de fond. Ce que je vais faire, c'est les copier-coller pour pas qu'on les oublie plus tard. Par contre, peut-être une dernière petite question de précision par Elia. Attendez, je reviens, qui était à savoir si vous aviez aussi pris en compte les commentaires sous les vidéos. En fait, au début, on a commencé à coder uniquement le nombre de commentaires qu'il y avait et finalement, on ne les a pas étudiés, même le nombre, parce qu'on avait déjà tellement de données en fait avec ce qu'on étudiait, c'est-à-dire les 941 vidéos qu'on ne s'est pas penché sur les commentaires et les réactions. Mais c'est pas parce que c'était pas riche, là. Ça serait certainement intéressant de faire une étude de réception de ça, c'est sûr. Excellent. Bien, écoutez, on applaudit virtuellement notre, notre première équipe. Et donc, sur un autre sujet, mais tout aussi intéressant en cette année d'élection municipale, n'est-ce pas? Nous avons maintenant le plaisir d'accueillir une deuxième équipe qui va nous faire une présentation sur les représentations médiatiques des femmes aux élections municipales, quels enjeux, quelles incidences sur les candidats. Donc, c'est un projet partenarial qui implique des professeurs, des étudiantes et bien sûr un groupe de femmes terrain, donc la table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie et qui est coordonnée au service de collectivité. C'est une très nombreuse équipe, donc je vais passer les biographies assez rapidement. Donc, la présentatrice principale va être Stéphanie Panton, qui est doctorante en communication. Ses intérêts de recherche sont sur les enjeux communicationnels, les dimensions identitaires et culturelles du vêtement. Et à titre d'auxiliaire de recherche, elle a participé à la présente recherche qui va être présentée aujourd'hui. Par la suite, on a Caroline Bouchard, qui est professeure au département de communication sociale et publique de l'UQAM, dont les intérêts de recherche portent sur les enjeux de communication au sein des organisations internationales, sur les questions liées au genre et aux droits humains. Et elle a bien sûr participé à la présente recherche. Nous avons Linda Crevier, directrice générale de la table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie depuis 2013. Elle est titulaire d'une maîtrise SR en histoire, possède une très bonne connaissance des enjeux féministes communautaires et politiques. Elle a aussi été commission scolaire, coordinatrice du réseau des élus municipales de la Montérégie et est maintenant présidente du réseau des tables régionales des groupes de femmes depuis 2017. Et présidente actuellement, excuse-moi Linda. Et en 2017, en collaboration avec les directrices des tables régionales des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent et de la Mauricie, elle a élaboré et mis en œuvre le projet Plus de femmes en politique, les médias et les instances municipales, des acteurs clés. Et la quatrième participante présente de l'équipe, parce qu'on a aussi Véronique Pronovo qui est au troisième cycle en sciences politiques qui ne pouvait pas être présente aujourd'hui, c'est Catherine Bourassa-Dansereau, notre co-animatrice, qui est professeure au département de communication sociale et publique de l'UQAM, qui travaille en communication interpersonnelle, communication interculturelle et études féministes, membre de plusieurs groupes de recherche associés à ses intérêts, dont le GERACI, membre de l'IREF et du RECEF. Donc, Stéphanie, à toi la parole pour nous partir ça. Je précise que si c'est Stéphanie qui va parler, l'ensemble de l'équipe peut toutefois répondre à vos questions de précision et bien sûr va participer pleinement à la période d'échange. Il y a tellement de gens sur l'écran que je ne vois pas Stéphanie. OK, oui, je suis là, je m'excuse, j'ai la Ben, difficulté il n'y a pas avec de mon problème. son. Bien, bonjour tout le monde. Je suis très contente d'être ici avec vous aujourd'hui pour vous présenter en fait notre rapport de recherche qui a été lancé à l'automne dernier et qui, comme le mentionnait Eve-Marie, porte sur les représentations médiatiques en politique municipale. Donc, je vais partager avec vous ma présentation. Voilà. OK, on va repartir du début. Alors, je vous donne quelques éléments d'introduction pour mettre en contexte la recherche. Puis, bien entendu, si vous avez des questions plus larges sur la méthodologie et autres, on pourra en discuter à la fin de la présentation. Mais ce que je souhaite vous indiquer, donc, pour aujourd'hui, moi, je vais parler candidats avec qui c'est entretenu et je vais également vous parler des conséquences, en fait, de ces représentations-là dans leur vie. Alors, la recherche, elle s'intéresse aux perceptions de femmes engagées en politique municipale.
nous nous sommes entretenus avec 19 femmes donc dans le cadre de cette recherche-là et certaines d'entre elles ont demandé l'anonymat. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne les nommerai pas et que je ferai référence donc aux candidates. La recherche, elle nous donne accès à une réalité, à des réalités spécifiques. Donc, ce sont des réalités que ces femmes-là nous ont partagées, sur lesquelles elles se sont exprimées et elles couvrent en fait une large portion du Québec, dans la mesure où on s'est entretenu avec des femmes qui proviennent de municipalités de petite, moyenne et grande taille. Donc, ça donne un bel ensemble, en fait, de comment les politiciennes, en fait, vivent cette réalité-là. Et j'ai oublié de préciser que les femmes, en fait, ce sont des femmes qui ont été candidates aux élections municipales de 2017 et qui se sont donc présentées à un poste de conseillère municipale ou de mairesse. Certaines d'entre elles ont été élues, d'autres pas. Ça coupe pas mal, hein? Ouais. Je pense qu'on a des petits problèmes de connexion, Stéphanie. Ah, vous ne m'entendez pas? C'est revenu. On réagira sinon. OK, Stéphanie, je suis désolée. peut-être que tu peux éteindre ta caméra pendant OK. ta présentation. C'est bon, arrêtez vidéo. Que serait un événement Zoom sans des petits problèmes techniques, n'est-ce pas? Oui, je m'excuse. Ben arrête donc! Hey! OK, donc je reprends. C'est ça. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter donc la définition qu'on a retenue là, de ce qu'on entend par représentation médiatique. Donc, elle réfère en fait au fait que les médias agissent comme intermédiaires en fait entre les personnes interlocutrices, donc dans le cas qui nous intéresse, les candidates et le public, et occupent une fonction de représentation matérielle. Et cette représentation matérielle-là, en fait, elle passe par une médiation qui se fait au travers d'un objet de communication, puis ici, on entend les médias. Nous, on s'est intéressé aux médias traditionnels. On a fait le choix de ne pas inclure les médias sociaux malgré l'omniprésence de ces médias-là aujourd'hui, pour deux raisons. D'abord, les médias traditionnels occupent encore un espace significatif dans le paysage médiatique québécois. Et la deuxième raison, en fait, c'est que les médias, réseaux sociaux mériteraient en fait une recherche en soi. Donc, pour ce qui est des représentations médiatiques donc, qui ont été abordées dans le cadre de nos entretiens, il y a 3 dimensions qui sont ressorties et qui sont en lien avec l'image et le style vestimentaire, les traits d'émotivité et les enjeux associés aux candidates. La manière dont les candidates nous présentaient ces éléments-là, en fait, c'était dans une visée comparative un peu avec les hommes, donc leur perception face aux représentations médiatiques des hommes dans leur milieu et les leurs. Donc, en ce qui concerne l'image et le style vestimentaire, ce que les femmes ont souligné, en fait, c'est à quel point elles remarquent que la critique est beaucoup plus facile à leur égard lorsque vient le temps de parler, en fait, de l'image ou du style des vêtements. Les critiques sont généralement portées à l'égard des vêtements, de la coiffure, du physique de ces femmes-là. Une candidate nous rapportait en fait qu'elle se faisait fréquemment dire qu'elle est belle, puis elle se disait, moi j'ai un malaise avec ça, quand même bien que ce soit un compliment, que ça puisse être flatteur, je ne vois pas que mes homologues masculins puissent recevoir ce genre de commentaires-là. Et ce sont des commentaires en fait qui amènent une réflexion sur l'image et qui incitent en fait les candidates à avoir une attention constante et soutenue par rapport à leur apparence. Je m'entretenais avec une candidate lors d'un entretien, justement, puis elle me racontait comment la question de l'apparence, depuis qu'elle a investi la scène municipale, est constante. Elle doit faire attention à ce qu'elle porte dès qu'elle met le pied hors de chez elle. Puis elle me disait, pour venir te rencontrer aujourd'hui, j'ai dû me cacher pour mettre mes jeans. Puis on n'était même pas dans sa région administrative à elle. Donc, c'est vraiment ça démontre en fait comment l'apparence est mise de l'avant en fait pour les femmes encore à ce jour.
Un autre aspect qui est ressorti lorsqu'on parlait de l'image, c'est donc les candidates ont bien entendu parlé de leur image à elles, de leur réalité, mais elles ont aussi beaucoup cité des candidates ou des collègues provenant de paliers gouvernementaux autres. Donc, Valérie Plante, bien entendu, est venue au sujet. Elles ont également cité l'ancienne mairesse, la première, en fait, mairesse de la Ville de Québec, André Boucher, qui était reconnue pour ses tenues extravagantes. Mais il a été question également de Pauline Marois ou de Marie-Chantal Chassé, en fait, de la CAQ. Et ceci nous montre comment la représentation médiatique des pairs marque les esprits. Ceci m'amène à vous parler du traitement médiatique, en fait, en lien avec les traits d'émotivité. Donc, les femmes ont été nombreuses, encore une fois, à nous indiquer que le traitement des émotions sur l'espace public se fait différemment selon elles par rapport à leur expérience, contrairement à un homme. Dans le cadre de leur expérience, en fait, elles constatent que les émotions sont souvent traitées par les médias comme une faiblesse. Et elles ont également souligné cette espèce de contradiction qui se présente bien souvent. De manière générale, les attentes face aux femmes sont qu'elles Oups. doivent être sensibles, faire preuve de sensibilité. Certaines nous... Est-ce que vous m'entendez? Ça a coupé un petit peu, mais je pense qu'on est capable de suivre. Je reprends où? Ouais, tu étais rendue à la colère, je pense. OK, parfait. Donc, c'est ça. Au niveau de la sensibilité, en fait, les femmes se font reprocher. Donc, ce qu'elles nous expliquaient, c'est que lorsqu'elles font preuve de sensibilité dans l'espace médiatique, on leur reproche d'être trop sensibles. Et lorsqu'elles s'abstiennent de faire preuve de sensibilité, on leur reproche un manque d'humanisme. Donc, c'est une relation, en fait, complexe avec lesquelles elles composent dans le cadre de leur fonction. Et ici encore, si elle nous donnait en exemple qu'une femme qui est en colère, on va la dépeindre comme une hystérique, alors qu'un homme, ça passerait beaucoup plus facilement. Alors, comme la deuxième citation nous le montre, ce que ces femmes-là avaient aussi à dire à cet effet-là, c'était que pour leur part, ce sont ces caractéristiques-là qui sont traitées dans un premier temps. Ensuite, on s'intéressera à leurs compétences en tant que femmes politiciennes, contrairement aux hommes. La dernière catégorie, en fait, que je souhaite aborder avec vous concernant les représentations médiatiques, ce sont celles en lien avec les enjeux qui sont associés aux candidates. Donc, à cet effet, ce que les candidates avaient à nous raconter, c'est que pour leur part, elles trouvent en fait que la couverture médiatique qui les concerne est souvent en lien avec leur identité ou encore avec leur genre, contrairement aux enjeux, par exemple, qu'elles portent dans le cadre de leur fonction. Donc, par exemple, il y a une candidate qui s'identifie comme étant issue de la diversité, ce sont ces termes que j'emploie, qui nous expliquait qu'elle était constamment questionnée par rapport à des questions qui portent sur l'immigration ou encore sur le racisme et qu'elle se trouve tiraillée lorsque les journalistes les abordent avec elle parce qu'elle se dit « Je n'ai pas envie, moi, d'être cantonnée à ce type de sujet-là. » Je porte d'autres enjeux que j'aimerais partager avec ma population, mais en même temps, si je refuse d'y répondre, c'est de mettre ces questions-là dans la cour d'un collègue ou d'une collègue qui ne vivrait peut-être pas nécessairement cette réalité et qui serait mal placé pour en parler. Sinon, en ce qui concerne d'aborder, en fait, de faire une représentation médiatique des femmes selon leur genre, bien, c'est d'aborder des questions, par exemple, en lien avec la culture, en lien avec des enjeux égalitaires, la conciliation travail-famille, plutôt que de parler de d'autres sujets. Il y a une candidate aussi qui nous indiquait que pour sa part, elle bénéficie pratiquement jamais d'une couverture médiatique, à l'exception de la Journée internationale de la femme le 8 mars. Donc, on voit ici que les femmes sont encore beaucoup associées avec des enjeux en lien avec le genre et pourtant, elles
Elles sont nombreuses à porter des dossiers qui sont en lien, par exemple, avec le transport, avec le logement, avec la transition écologique ou encore avec des projets d'infrastructure. Et elles aimeraient que ces sujets-là soient davantage traités dans les médias. Ça m'amène à vous présenter en fait les conséquences de cette couverture médiatique-là dans leur vie. Alors, il y a des répercussions tant dans leur vie privée que dans leur vie professionnelle. Puis, elles nous ont également donné quelques informations en fait sur la manière dont elles perçoivent ces conséquences-là chez les hommes. En ce qui concerne la vie privée, donc, les conséquences se manifestent de différentes façons. Entre autres, les représentations médiatiques de certaines de leurs prises de position ou si elles sont au cœur, par exemple, d'une polémique, vont provoquer des réactions au sein de leur entourage. Il y a parfois des membres de leur famille qui sont interpellés directement par les médias ou encore par la population pour se prononcer sur les actions des candidates avec lesquelles elles sont reliées. Il y a une candidate qui nous parlait en fait d'une situation où un des membres de sa famille avait été servi en pâture en raison, une fois de plus, de ses actions à elle. Donc, ce sont tous des situations qu'on voit qui sont partagées par les candidates avec qui on s'est entretenu et ces candidates disent les vivre difficilement, bien entendu, et devoir gérer de manière tant proactive que réactive les réactions de leur entourage. Les conséquences ne sont pas que négatives. Il y a des candidates qui nous indiquaient en fait que leur représentation médiatique leur avait permis d'être reconnues au sein de leur municipalité et d'être acceptées socialement. En ce qui concerne la vie professionnelle, les effets sont ici aussi négatifs et positifs. Il y a des avantages, des inconvénients. En ce qui concerne les inconvénients, bien, c'est que plusieurs candidates, en fait, nous indiquaient que la couverture médiatique pouvait influencer, en fait, la décision de poursuivre dans le milieu de la politique municipale. Il y a même une candidate qui nous parlait en raison de la difficulté qu'elle a eue à établir sa relation avec les médias, que cette difficulté-là l'avait amenée à se questionner par rapport à sa propre légitimité en tant que mairesse. Donc, ce ne sont pas... La couverture médiatique peut avoir quand même un effet assez important dans leur vie politique. Puis, à l'inverse, bien, il y en a qui nous partageaient en fait que leur représentation médiatique leur avait permis de se faire connaître, qu'elles avaient été sollicitées par après, que ça avait vraiment propulsé leur carrière, qu'elles avaient été sollicitées pour donner des conférences, être panélistes et qu'elles avaient eu plusieurs belles reconnaissances suite à ça. Donc, ici encore, les conséquences sont partagées. Finalement, elles ont été aussi plusieurs à nous indiquer que la conséquence médiatique peut avoir un effet sur les résultats des campagnes électorales et ici encore que ça peut autant servir que nuire à une candidate selon l'angle évidemment qui est traité. Donc, j'ai bientôt terminé. Là, le dernier point concernant les conséquences de la couverture médiatique, en fait, en lien avec les hommes, les candidates nous indiquaient qu'elles sentaient qu'on va pardonner plus facilement, par exemple, à un homme de se prononcer incorrectement sur un enjeu que pour elles-mêmes. Donc, ceci leur apporte en fait une pression avec laquelle elles doivent gérer. Elles sentent qu'elles doivent en savoir plus que les hommes, qu'elles doivent redoubler d'efforts en fait pour vraiment maîtriser et s'assurer d'avoir toutes les connaissances pour bien répondre aux demandes des journalistes ou encore de la population. Donc ça, c'était une dimension que je trouve intéressante à souligner. Et la seconde distinction, en fait, c'était sur la manière de réagir face à la couverture médiatique. Donc, certaines femmes nous indiquaient qu'elles percevaient que chez les hommes semblaient passer facilement à autre chose après par exemple, un article un peu controversé, mais que pour leur part, elles accordaient beaucoup plus d'importance, que ça les habitait davantage, qu'elles se questionnaient sur ce qu'elles avaient partagé. Donc, la période qu'on peut appeler post ou après entrevue n'était pas gérée de la même manière.
Je vais vous présenter donc pour la suite deux citations que je trouvais pertinentes à partager. Donc, celle-ci, où c'est une candidate en fait qui nous indique que les hommes partent déjà avec une longueur d'avance en ce qui concerne la couverture médiatique et cette relation, ce rapport aux médias, parce qu'ils ont toujours eu des modèles, qu'ils ont grandi avec ça. Et ce qu'elle soulignait, elle, c'était que les femmes n'ayant pas eu ces modèles sont en train de les créer. Donc, il y a vraiment un mouvement, il y a quelque chose qui se passe et les choses sont certes en train de s'améliorer, mais comme on l'a vu avec ce que je viens de vous présenter, il y a encore du travail à faire. Et bien que certaines candidates aient partagé avec nous le fait que la couverture médiatique importait peu pour elles, d'autres nous indiquaient que c'était une grande préoccupation. Et c'est pourquoi il est important, en fait, de prendre connaissance de ces écarts entre hommes et femmes au niveau de la couverture médiatique et de travailler à les atténuer pour les faire disparaître et qu'on puisse éventuellement en arriver à pouvoir tous et toutes consulter une couverture égalitaire et équitable. Et ça revient, en fait, à ce qu'une femme nous mentionnait en début de présentation lorsqu'elle dit que les mêmes questions devraient être posées aux femmes et aux hommes et les enjeux portés par les candidates en politique municipale devraient être traités d'abord plutôt que de parler de leur apparence et que pour elles, c'est à ce moment-là, en fait, où on allait arriver à ce type, à cette équité-là. Et finalement, je souhaiterais conclure en vous indiquant que là, moi, je viens de vous présenter la dimension médiatique des fonctions d'une candidate qui se lance en politique municipale. Mais bien entendu, lors des entretiens, il y a plusieurs réponses, il y a plusieurs sujets qui sont tournés, qui ont été partagés en fait face aux défis que ces femmes-là rencontrent dans leur parcours en politique municipale et ce, de manière beaucoup plus large. Donc, et ces échanges-là nous ont permis en fait d'enrichir la vue d'ensemble qu'on a et qu'on a en fait pour comprendre ce qu'est d'être, ce que constitue en fait être une femme engagée en politique municipale. Les défis, en fait, dont elle nous parlait concernent notamment les discriminations et les stéréotypes genrés qui persistent malgré la progression des femmes dans le milieu. Cette idée encore de parler de la conciliation travail-famille et l'importance aussi qui est accordée dans les médias. Et donc, une des conclusions, en fait, avec laquelle on en vient, c'est de se dire que les représentations médiatiques genrées renforcent ce régime de genre, d'où l'importance, en fait, de continuer à s'y atteler. Merci beaucoup, Merci. Stéphanie. Je suis désolée pour les enjeux techniques. On y est arrivé, c'est ça l'essentiel, Stéphanie. Donc, pour laisser le temps, Stéphanie, elle a tellement été disciplinée, puis pour vous laisser le temps aussi de formuler vos questions de précision, je laisserai entre-temps la parole à Linda pendant 1 minute pour que tu nous présentes pourquoi vous avez demandé cette étude-là, puis c'est quoi les prochaines étapes pour vous, Linda. Oui, bonjour tout le monde. Quand Eve-Marie a parlé justement de mon CV, dans un sens, c'est 3 tables, les gens qui ont parlé, qui ont élaboré ce projet. Et la raison pourquoi on l'a fait, c'est parce qu'on parle de la politique municipale, donc on parle de la politique de la gouvernance de proximité. Puis quand on parle des municipalités, tout le monde a dans leur tête la ville de Montréal ou au Québec, ou même à Longueuil ou quelque chose, que c'est plus facile d'avoir justement une représentation des femmes et aussi même une représentation médiatique. Bien que Longueuil n'a presque pas eu de visibilité, les femmes de Longueuil. Mais c'est quelque chose que les tables régionales ont toujours préoccupé de la place des femmes dans la politique municipale, puis on travaille justement à les encourager à se présenter et à soit évidemment éliminer les obstacles systémiques, mais surtout au moins réduire. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de travailler avec les médias et de travailler avec les instances municipales, justement, d'être capable de répertorier les besoins, les problèmes, de sortir les choses que tout le monde parle ensemble, qui ont le même langage. Donc, ce que Stéphanie n'a pas mentionné, c'est que cette étude, la dernière étude, c'est une deuxième phase d'une première étude qui a été capable de répertorier des articles durant les élections 2017, les élections municipales dans 8 régions.
Et de ça, on a dit, mais qu'est-ce que les femmes qui ont vraiment participé à ces élections, qu'est-ce qu'ils pensent de leur représentation? Est-ce qu'ils ont des expériences à partager avec d'autres? C'est pour ça qu'on est allé consulter, échanger avec 19 femmes dans, je pense, si je ne me trompe pas, 10 régions. Donc, c'est pour ça qu'on a 19, mais on a commencé avec un échantillage plus large avec plein d'articles. Qu'est-ce qui arrive présentement? Que le projet d'autres volets, je ne vais pas vous mentionner les autres volets, sauf que c'est vraiment été bien reçu par les instances municipales, mais aussi par le gouvernement. On sait que le Conseil du statut de la femme, on sait que le secrétariat à la condition féminine, même s'ils n'ont pas financé le projet, c'était financé au niveau fédéral, sont en train de faire la promotion de tous les outils, les 2 études, et ils vont continuer jusqu'aux élections municipales qui vont avoir lieu en novembre. Et il y a aussi l'idée de poursuivre le travail. Je ne vais pas dire plus parce qu'on a une rencontre demain du comité, donc j'ai peut-être des échanges à faire avec eux autres, mais j'ai peut-être de bonnes nouvelles ou au moins un intérêt à aller un peu plus loin parce qu'il est vraiment bien, tout ce qu'on a fait était bien reçu et on était capable de parler avec la Fédération des journalistes indépendantes, on était capable de travailler avec 2 universités, celle à UQTR, UQAM, et on était capable de travailler avec les instances municipales comme l'Union des municipalités du Québec puis la Fédération québécoise des municipalités. Donc, c'était une réussite au-delà de nos espérances. Merci à l'équipe. Merci à toi d'avoir demandé la recherche partenariale qui a donné lieu à ce foisonnement de résultats. Donc, ben écoutez, on aurait le temps pour une pause de 10 minutes. Tu sais, l'activité, on pensait plus à finir vers 4h30, 4h45. Là, fait que dites-vous que vous allez rattraper ce temps-là par la suite, là, les étudiantes notamment. Donc, moi, j'ai 15h05. Donc, si on peut se retrouver à 15h15, tout le monde, pour entendre nos dernières présentatrices et commencer les échanges. Merci beaucoup. Donc, une question d'Axane Bondou. Y a-t-il une différence de vécu entre les femmes s'impliquant en politique municipale en région versus les femmes s'impliquant en politique municipale dans les grands centres? Les expériences sont-elles semblables? Donc, si on a un élément de précision rapidement, Stéphanie, là-dessus, la parole serait à toi. Oui, je peux me prononcer sur la dimension médiatique. Peut-être que Linda, je ne sais pas si elle serait mieux placée pour nous parler du vécu comme tel, mais en ce qui concerne la dimension médiatique, étant donné que c'est vraiment là, celle dont on a traité avec nos participantes, oui, il y en a une en effet, notamment par rapport aux ressources médiatiques disponibles, donc dans les grands centres versus dans les petites municipalités. Un autre aspect aussi qui émerge des propos, c'est l'accès à la population. Donc, les candidates avec qui on s'est entretenu provenant de petites municipalités étaient directement en lien avec leur population, inversement peut-être à celles situées dans les plus grands centres. Donc, je dirais que c'est les deux grandes trouvailles en fait, du rapport à cet effet-là. En ce qui concerne le vécu comme tel, là, je ne pourrais pas me prononcer puisqu'on n'a pas abordé ces sujets-là. Linda, peux-tu compléter très brièvement? Peut-être c'est plus en lien avec les stéréotypes. Dans les petites municipalités, on a toujours l'exemple de pères de famille ou grands-pères. Souvent, c'est les hommes qui prennent cette place-là. Et les femmes qui vont être conseillères, puis ils vont occuper de la bibliothèque, la culture, des choses comme ça. C'est plus genré dans ce sens-là. Et donc, ils ont moins de visibilité ou presque pas de visibilité. C'est juste que c'est les hommes qui sont allés les chercher, prendre la main dans ce sens, peut-être. Oui. Et qui récoltent les honneurs d'être allés chercher une femme dans leur équipe, bien sûr. OK, excellent. Merci beaucoup, Linda. Donc, on passera maintenant à notre troisième équipe, et non la moindre. Donc, l'équipe vers des représentations équilibrées devant et derrière la caméra. Donc, un autre projet service collectivité mené en collaboration entre des profs, des étudiantes et le groupe Réalisatrices Équitable. Donc, je présente brièvement les membres de l'équipe. Anouk Bélanger, qui est professeure au département de communication sociale et publique à l'UQAM. Ses champs d'expertise sont théorie culturelle, études culturelles et médiatiques, culture populaire, genre et recherche-action. Elle est membre de différentes
différents groupes de recherche, dont le CRISIS, l'Observatoire de médiation culturelle, le RECEF, et elle a collaboré à plusieurs projets de recherche et de recherche-action sur les parcours et les expériences des femmes dans divers milieux culturels au Québec, télévision, cinéma et théâtre. Nous avons bien sûr Francine Descaries, qui est professeure au département de sociologie de l'UQAM, membre fondatrice de l'IREF et du RECEF. Ses travaux portent sur les théories féministes, le mouvement des femmes québécois, sur diverses questions concernant le quotidien des femmes et la reproduction de la division sociale des sexes. Elle collabore depuis plusieurs années avec le groupe Réalisatrices Équitables et d'autres groupes de femmes des milieux culturels, et elle a reçu le prix du Québec Marie-André Bertrand du gouvernement du Québec en 2019. Et nous avons aussi Anna Lupien, qui, après des études en cinéma, a complété une maîtrise en sociologie à l'UQAM, qui est intéressée tant par la création artistique que par les questions de société. Elle se dédie tout à tour à la réalisation, à la recherche, à l'enseignement, à l'écriture et au travail de l'image. Donc, Anna a réalisé de nombreux courts et moyens métrages présentés en salle, en ligne et dans des espaces muséaux. Son travail sociologique a donné lieu à 2 études sur les femmes et le cinéma, menées en collaboration entre l'organisme Réalisatrices Équitables et Francine Descaries, donc 2 études qui vont vous être présentées aujourd'hui. Et elle essaie de la cuisine au studio, publié aux éditions du Remue-Ménage. Et Anna est aussi co-auteure et photographe du livre d'anthologie 40 ans de rêve, l'imaginaire des réalisatrices québécoises depuis 1972, publié aux éditions Somme Toute. À vous la parole. Merci, Ève-Marie. Je prends la parole en premier pour présenter un petit peu l'organisation de notre présentation parce que on est en train de mener une recherche, les 3 personnes qui viennent d'être présentées, qui s'intitule « Vers des représentations équilibrées devant et derrière la caméra » et qui s'intéresse au cinéma québécois de 2013 à 2020. Ceci dit, ce dont on vous parle aujourd'hui, c'est d'une série d'études qui ont été menées pas mal entre le RECEF, les réalisatrices équitables et le service aux collectivités. J'en profite pour saluer Lynn Kurtzman qui a été au cœur de plusieurs de ces projets-là, avant Marie-Ève, ou en tout cas, il y a un chevauchement. Donc, la recherche qu'on est en train de mener maintenant, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vise à vérifier si, d'un côté, les récentes mesures de parité qui ont été mises en place pour assurer une participation plus équilibrée des réalisatrices au financement, entre autres, se reflètent sur le plan de la présence des réalisatrices au cinéma québécois. D'un autre côté, on voulait aussi actualiser les données sur la présence et la représentation des personnages féminins et masculins qui sont mis en scène, incluant les femmes des minorités ethnoculturelles ou racisées. Cette recherche-là, ou cette actualisation de la recherche-là, répond aussi à une demande des réalisatrices équitables, de l'organisme des réalisatrices équitables que vous connaissez probablement. Et puis, elle se fait en fonction d'une actualisation, mais d'un enrichissement des données aussi pour poursuivre leur action puis leur obtention de parité. Vous irez visiter leur site Internet, pardon. Il y a une série d'actualisations, de statistiques, de publications, d'événements, etc. Même chose pour l'organisme, qui est un peu l'équivalent de l'organisme Women in Film, qui est un organisme pan-canadien. Donc, la question qui guide la recherche que nous sommes en train de faire en ce moment, c'est quelle représentation des hommes et des femmes offre le cinéma québécois actuel et quelle est l'influence du sexe des cinéastes sur ces représentations-là. Là, cette recherche-là, elle se fait dans le sillon d'une série d'études, 3 études entre autres que nous allons vous présenter très rapidement. Je passe donc la parole à Anna, qui va présenter les premières études sur le cinéma. Je reprendrai la parole brièvement pour parler d'une étude sur la télévision et Francine va conclure. À toi, Anna. Merci, Anouk. Bonjour tout le monde. Ravie d'être parmi vous cet après-midi. Alors, je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez voir ma présentation. Donc, je vais vous présenter, comme dit Anouk, 2 recherches qui ont précédé celles qu'on est en train de faire en ce moment. Donc, la première sur le parcours des réalisatrices en long métrage de fiction qu'on a mené en 2011 et la deuxième qui s'intitule « L'avant et l'arrière de l'écran » qu'on a mené en 2013 sur les représentations des personnages d'hommes et de femmes dans le cinéma québécois. Donc, c'est ces données-là qu'on va actualiser dans la recherche
qu'on est en train de faire avec Francine, Anouk et également des auxiliaires de recherche, Sophie Lambert, Claudie Saunier et Marie Brauner, qui est parmi nous aujourd'hui d'ailleurs, que je salue. Donc, je commence avec Encore pionnière. Le contexte de cette recherche-là, c'est qu'on avait déjà constaté une marginalisation persistante des réalisatrices. On savait que dans les écoles de cinéma, il y avait à peu près autant d'hommes que de femmes depuis plusieurs années. Pourtant, en 2011, les réalisatrices recevaient moins de 20% du financement des institutions subventionnaires. Puis, ce qui était dramatique, c'est que c'est une situation qui ne s'était pas améliorée depuis plus de 10 ans. Donc, nos comparses qui avaient commencé à militer pour l'équité en cinéma au sein du collectif Moitié-Moitié avaient constaté des chiffres presque identiques à ceux qu'on a recueillis au début des années 2010. Donc, l'objectif de cette recherche encore pionnière, c'était tout d'abord de mieux comprendre les contraintes, les incitations rencontrées par les réalisatrices en long métrage de fiction, et aussi de sensibiliser le public, de sensibiliser les décideurs, principalement au sujet de la place des femmes en long métrage de fiction. Donc, une recherche partenariale et une recherche action. La méthode, en fait, on s'est basé sur une enquête qualitative qu'on a menée à partir d'entretiens semi-dirigés en profondeur. On en a fait 20 avec des réalisatrices et également 5 avec des réalisateurs parce qu'on voulait pouvoir comparer le parcours des unes avec celui des autres. À travers cette recherche-là, on a pu confirmer un peu quelles étaient les principales limites rencontrées par les réalisatrices. On a constaté, premièrement, que la fameuse étiquette du cinéma féminin était très lourde à porter, que c'était une étiquette réductrice qui occulte vraiment la diversité des démarches des réalisatrices, puis qui suscite beaucoup de réticence de la part des producteurs et des diffuseurs et même des institutions. Donc, un obstacle majeur. Il y a aussi la question de la formation scolaire. On a constaté qu'il y avait encore beaucoup de professeurs de cinéma qui avaient tendance à orienter les étudiantes plutôt vers les métiers du cinéma traditionnellement féminins plutôt qu'à les pousser vers la réalisation. Il y avait aussi la question des obstacles liés à la maternité qu'on a abordé. Évidemment, c'est des situations vécues par l'ensemble des travailleuses québécoises, mais le milieu du cinéma est particulièrement incompatible avec les responsabilités parentales. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu que les réalisateurs, contrairement aux réalisatrices, avaient souvent des conjointes qui prenaient toute la responsabilité de la famille pendant les tournages, alors que les réalisatrices ne vivaient pas cette situation de la même façon. Évidemment, le nerf de la guerre, c'est le financement. On sait que les femmes obtiennent moins de financement que les hommes, mais ce qui est important de savoir, c'est qu'en cinéma, c'est pas les individus qui demandent les fonds, mais ça passe par des intermédiaires qui sont les boîtes de production. Donc, la question des intermédiaires, on l'a beaucoup abordé, on s'est rendu compte que c'est souvent là que ça bloquait pour les réalisatrices. Donc, trouver un producteur, trouver un distributeur, c'est des enjeux où vraiment les réalisatrices ont beaucoup de difficultés, notamment parce qu'elles font souvent, pour différentes raisons, des films qui ont un moins gros potentiel commercial. Donc, les intermédiaires sont vraiment un des obstacles majeurs. Finalement, on a vu aussi que la question des métiers connexes était problématique, c'est-à-dire que souvent les réalisatrices devaient exercer toutes sortes de métiers en parallèle, comme enseigner, faire du montage, contrairement aux réalisateurs qui parviennent mieux à vivre de leur métier que les réalisatrices en réalisant, par exemple, des projets de commande en télé, en cinéma aussi ou en publicité même. Donc, les principales conclusions de cette recherche, je vais vite parce que je vais vous parler surtout des représentations. Donc, c'est qu'évidemment, la marginalisation des réalisatrices est un problème systémique. Hein. Les embûches qu'elles rencontrent sont attribuables d'une part aux aspects du fonctionnement de l'industrie cinématographique spécifiquement, mais aussi à la position des femmes dans la société québécoise en général. Avec ces constats, en fait, je plonge tout de suite dans la deuxième recherche, la main et l'arrière de l'écran qu'on a menée en 2013 sur les représentations. En fait, notre questionnement avec cette recherche-là,
C'était face à cette marginalisation qu'on a constatée des réalisatrices, on se demandait quelles étaient les conséquences de cette marginalisation sur notre paysage cinématographique et donc comment le sexe des cinéastes influence les représentations des personnages masculins et féminins qu'on voit sur nos écrans. Donc, évidemment, constatant l'absence des femmes réalisatrices, on s'est dit qu'il y a nécessairement un trou aussi dans les représentations qui nous sont offertes. Donc, pour mener cette recherche-là, on a identifié un corpus qui comprenait tous les longs métrages de fiction sortis en 2011. Puis, on a ajouté, comme il y avait très peu de films réalisés par des femmes parmi tous ces films, on a ajouté tous les longs métrages de fiction signés par des femmes en 2010 pour avoir une comparaison un petit peu, un point de comparaison plus intéressant. Donc, au total, on a analysé 899 personnages parlants et parmi ceux-ci, 290 personnages sont passés au peigne fin dans notre analyse. La première chose la plus marquante parmi les constats qu'on a fait dans cette recherche-là, c'est la question des proportions de personnages masculins et féminins. Donc, évidemment, on s'est intéressé d'abord aux personnages principaux des films. Et on a vu que réalisateurs comme réalisatrices mettaient en scène des héros qui étaient soit des hommes pour les réalisatrices, pour les réalisateurs, et des femmes pour les réalisatrices, mais dans une moindre proportion chez les réalisatrices. C'est-à-dire que vous voyez, chez les réalisateurs, les héros, à 72% sont des hommes. Tandis que chez les réalisatrices, c'est un peu moins. À 62%, les héros sont des héroïnes. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on commence à regarder un petit peu plus loin avec les 4 premiers rôles. Chez les réalisateurs, les 4 premiers rôles sont occupés en majorité par des personnages masculins. Tandis que chez les réalisatrices, bien que le premier rôle soit occupé majoritairement par des femmes, le 2e et le 3e rôle sont donnés majoritairement à des hommes. Et au 4e rôle, on revient avec des femmes en majorité. Donc, il y a un petit peu plus d'équilibre dans les distributions des rôles entre les hommes et les femmes chez les réalisatrices. On a regardé ensuite les têtes d'affiche. Puis là, on a vu, quand on regroupait tous les personnages importants d'un film, que chez les réalisateurs, il y avait 6 personnages d'hommes pour 4 personnages de femmes, tandis que chez les réalisatrices, on avait une parité, ma foi, exemplaire de 50-50. On s'est intéressé évidemment aussi à la question de l'intersection des exclusions. On pensait pouvoir trouver des données intéressantes sur le sujet. En fait, ce qu'on a surtout constaté, c'est l'absence de personnages appartenant à des minorités visibles. Il y avait moins de 6% des personnages qui étaient membres de minorités visibles. La diversité sexuelle était également extrêmement sous-représentée, tout comme les personnages vivant avec un handicap. Il n'y en avait à peu près pas, donc ça ne nous a pas permis de travailler sur ces données-là de façon poussée, autrement que pour constater, en fait, leur absence flagrante. On espère, dans la nouvelle mouture de la recherche, découvrir une plus grande diversité. On a hâte de voir qu'est-ce qui sera découvert à ce propos-là. Un autre sujet qui nous a beaucoup intéressé, c'est la question du corps. Comment les réalisateurs et les réalisatrices représentent les corps? Une chose assez marquante, c'est la représentation d'un idéal de beauté, de minceur et de jeunesse. Chez les réalisateurs, les personnages de femmes étaient très majoritairement beaux, minces et jeunes. 66% des femmes mises en scène par des hommes correspondaient à cet idéal. Chez les réalisatrices, les chiffres sont assez différents. Les femmes mettent en scène des femmes belles, minces et jeunes dans 42% des cas. Donc, importante différence ici sur les représentations. On s'est intéressé aussi à la nudité, puis on a vu que si on excluait les scènes de sexualité, les réalisatrices montraient presque 3 fois moins souvent que les réalisateurs des femmes nues. Donc ici aussi, une différence importante dans les représentations selon le sexe des cinéastes. Pour continuer dans cette veine sur la question de la sexualisation, on a observé en fait différents paramètres, l'habillement sexy, la présentation fragmentée du corps par le cadrage et les signes de disponibilité sexuelle. Puis on a vu que
les réalisatrices sexualisent leurs personnages féminins presque 5 fois moins que les réalisateurs. Donc, c'est assez énorme comme différence aussi, cette propension à sexualiser les femmes au cinéma chez les uns et chez les unes. La question du travail, évidemment, nous a beaucoup intéressés aussi. On a regardé les secteurs d'emploi, puis on a vu que chez les réalisateurs, les personnages féminins étaient beaucoup cantonnés dans des secteurs qui reproduisent certains stéréotypes. Donc, on avait 18% des femmes qui avaient un métier qui était montré dans le secrétariat et le service, 15% d'enseignement et dans les bibliothèques, et 8%, donc presque 1 sur 10, dans la prostitution et la danse érotique. Donc, ça donne un portrait, évidemment, pas très diversifié des emplois occupés par des femmes dans le cinéma québécois. En conclusion, j'essaie de faire vite parce que le temps file. Les différences les plus importantes entre la production des hommes et celle des femmes, c'est vraiment sur le plan de la présence des hommes et des femmes à l'écran et aussi de la sexualisation des personnages féminins. Donc, sans grande surprise, on sait que les réalisateurs mettent principalement en scène des héros masculins et les réalisatrices imaginent plus de premiers rôles féminins. Mais quand il y a très peu de films de réalisatrices qui sont produits, bien évidemment, on manque de personnages féminins sur les écrans. On est sous-représenté, les femmes, s'il y a peu de réalisatrices qui arrivent à nous faire parvenir leurs œuvres. Donc, la grande question, maintenant que des mesures de parité ont été instaurées, enfin, par les institutions subventionnaires et que de plus en plus de réalisatrices, on se demande, est-ce qu'il y a une plus grande diversité de points de vue et d'histoires et de personnages sur nos écrans? Donc, c'est là-dessus qu'on est en train de travailler. Donc, voilà, ça fait le tour de ces 2 recherches. Je repasse maintenant la parole à Anouk pour la suite. Merci, Anna. Donc, je vais moi aussi partager mon écran. Et partir du début. Alors, comme Anna l'a présenté, il y a une série d'études là, qui s'intéressent aux représentations comment dire, j'essaie de caractériser très vite, puis je ne vais pas avoir des hésitations à chaque phrase. Je vais vous avancer, je vais vous annoncer. Je sais qu'il y a des généralisations dans les connexions et les articulations là, que je fais parce que j'ai 5 minutes, mais on parlera de la complexité des remarques que je fais plus tard ou de celles qui ont été faites. Moi, je vais miser dans ma présentation sur aussi, de la question générale, de mise en visibilité de certaines subjectivités, pas en regardant d'un point de vue soit sémiotique, soit d'une autre manière, les représentations des identités de genre ou de sexe à la télévision, mais plutôt en regardant comment l'industrie de la télévision est peuplée. Donc, regardez qui sont les artisans de la télévision parce que on sait, on pense, on l'a dit tout à l'heure de différentes manières, il y a quand même des chaînes de construction de sens qui font en sorte que le portrait, c'est ce qu'Anna vient de montrer, des artisanes qui se retrouvent derrière la caméra ont un impact au final sur ce qu'on retrouve dans les contenus. Donc, c'est dans cette optique-là que j'ai mené la recherche portant sur les réalisatrices du petit écran, qui avait été proposée en fait par un comité équité de l'Association des réalisatrices et des réalisateurs du Québec, qui ressemble à ce que Anna et Francine ont fait avec les réalisatrices équitables et qui avait été pilotée au service aux collectivités par Lynn Kurtzman. Donc, dans cette recherche-là, j'ai travaillé avec Anne Minier-Lorrain, qui avait débuté une maîtrise à l'École des médias, mais qui l'a terminée en sociologie sous ma direction parce que moi, j'étais en sociologie avant, puis j'ai fait l'envers de son parcours. Je suis venue à la faculté de communication après. Anne, elle a fait son mémoire de maîtrise donc à partir de ce projet-là et elle est maintenant, elle pilote les éditions Remis Ménage, comme quoi la recherche-action mène à des beaux parcours dans le même sillon de questions posées sur les écritures, les représentations et les imaginaires sociaux. Bref, OK. Et tout ça pour vous dire aussi que dans le même sillon, il y a d'autres études. Il y a celle qui est sortie juste avant les fêtes sur le métier de documentariste où on traite en partie de la situation des femmes documentaristes. Il y a d'autres rapports qui ont été pilotés par les réalisatrices équitables. Puis il y a d'autres rapports qui ont été aussi menés par des artisanes, des créatrices et des chercheurs, dont
Francine Descaries et moi au printemps passé, une étude qui portait sur le domaine des metteurs en scène et des écrivaines dans le milieu du théâtre. Donc, il y a un éventail de recherches qui, depuis une dizaine d'années, est en train de se déployer, je dirais même d'exploser. La recherche, donc, la recherche s'inscrit dans ce qui ressemble au graphique qu'utilise beaucoup Stuart Hall dans sa compréhension des représentations, mais que beaucoup d'autres ont repris, c'est-à-dire l'idée que la structure de l'industrie, donc la réglementation, l'économie, les politiques de l'industrie et des cultures médiatiques appartenant à la télévision dans ce cas-ci, ont un effet sur les artisanes et les artisans dans toutes les sphères et les domaines de cette industrie-là. Celles-ci ont un effet sur les contenus qui, bien évidemment, déterminent les représentations, les représentations, elles, se rendent jusqu'au public et donc qui a une influence. Il y a des chaînes de signification. Ce ne sont pas des chaînes qui sont bétonnées, donc ce n'est pas une lecture critique que je fais dans le sens de l'école de Francfort, avec une détermination complète et idéologique. Ceci dit, il y a des effets. Il y a des effets qui sont des fois sournois, des fois complexes, des fois pas subtils du tout. Mais il y a un jeu qui se fait sur les imaginaires sociaux et médiatiques, qui sont donc, dans l'étude qu'on a faite, qui s'appliquent à qui va être derrière la caméra dans le contexte télévisuel du Québec. Ce qu'on a fait, Anne et moi, c'est qu'on a tiré le portrait de l'industrie télévisuelle entre 2009 et 2011. Les statistiques que je vais vous présenter en une minute, dans une minute. Puis on l'a expliqué à partir de l'expérience, puis des récits de 30 réalisatrices. On a fait quelques entrevues individuelles pour préparer la grille d'entrevues de groupe. Donc, on a fait 4 entrevues de groupe. On pensait qu'en se livrant une à côté de l'autre et une vis-à-vis de l'autre, on enrichirait les récits. Puis effectivement, ça a marché. Puis ce qu'on avait fait pour... je n'ai pas le temps de tout déballer la méthodologie, mais ce qu'on avait fait pour suivre un peu la manière dont on fait l'expérience du travail de réalisation en télé, c'est qu'on avait organisé nos grilles d'entrevue en 3 parties, la pré-production, la production et la post-production. Ce que les récits nous ont donné, ou l'expérience, en fait, ce sont 18 thèmes qui expliquent les freins, les ralentissements, les blocages, les défis, les murs invisibles, on pourrait dire, les plafonds auxquels font face les femmes réalisatrices. Ce sont des résultats qui sont à comprendre en contexte, un contexte de la télévision, puis un contexte d'économie politique. Il y a en général, depuis les années 80-90, une privatisation puis une précarisation de l'industrie télévisuelle, des industries audiovisuelles, on pourrait dire, qui impose, qui force, on pourrait dire, une réduction de la prise de risque. Quand les budgets sont petits, on a tendance à prendre des décisions, autant pour les acteurs, les actrices, les réalisateurs, les réalisatrices, des décisions qui reproduisent des recettes qui ont fait leurs preuves. Et donc, il y a une reproduction des genres qui occupent les différentes positions d'artisans-artisanes. Il y a aussi dans le milieu télévisuel la valorisation de signatures de stars réalisateurs, donc des réalisateurs surtout qu'on fait venir du cinéma pour signer des séries télé, ou différentes émissions aux heures de grande écoute. Il y a un mythe du rapport à la technique qui persiste, donc de la capacité aux femmes de mener un plateau et de diriger une équipe de techniciens, caméramans, etc. Et puis, on s'est rendu compte d'une formation, comme on l'a présenté tout à l'heure, qui ne garantit pas une place sur le terrain de la réalisation professionnelle. Ça, c'est le contexte dans lequel on posait nos questions aux réalisatrices. Ce que ça donne, je vais très rapidement, mais on pourrait y revenir tout à l'heure, ce que ça nous a donné notre portrait. Donc ça, c'est quand on a épluché la grille horaire 2010-2011 de la télévision généraliste québécoise, ce que ça donnait, vous l'avez, la définition n'est pas très bonne, mais ce qui est en bleu, en fait, c'est la réalisation masculine. Ce qui est en rouge, la réalisation mixte, et ce qui est en vert, la réalisation qui aurait été faite par des femmes. Et donc, on voit à Radio-Canada, dans toute la grille horaire, il n'y a que 2 % des émissions qui ont été réalisées par des femmes. À TVA, c'est 16 % et à Télé-Québec, c'est 25 %. C'est une toute petite part. On est loin là, d'une zone de parité.
Quand on se penche sur les créneaux qui sont les plus payants, qui génèrent les plus gros budgets, qui ont les plateaux les plus prestigieux aussi, et j'ose dire, même si la télévision est manque de prestige par rapport au cinéma, il y a une presque absence des femmes. Dans les dramatiques, on le voit, elles sont à peu près pas là. Les Anouk, dramatiques. Oui, juste pour compléter ta oui, partie rapidement, puis ensuite laisser la parole à Francine. Merci. oui, oui. Dans les dramatiques, elles sont à peu près pas là, puis dans les variétés, elles sont vraiment en minorité. C'est les mêmes tableaux, mais en chiffres. On n'a pas besoin de s'arrêter là. Je fais juste vous nommer quelques-uns des thèmes qui sont ressortis donc des entrevues. L'absence de modèles féminins dans l'entrevue est un frein. Dans l'industrie est un frein. Il y a un plafond de verre. Les boss de la télévision, il y a l'idée de Boys Club qui occupe aussi l'industrie de la télévision. Un manque de reconnaissance, un perpétuel retour à la case départ. Les femmes n'arrivent pas à faire le cumul dans leur reconnaissance de leur expérience, ce qui fait que sur les plateaux, elles n'ont pas le droit à l'erreur. Elles se sentent tout le temps la nécessité d'être 2 fois meilleures. Les budgets ou l'inévitable lot des réalisatrices, on pense que les femmes sont bonnes pour faire des films avec 2 scènes ou des séries avec 2 scènes, donc on leur octroie souvent les plus petits budgets. Sur le plateau, il y a des rôles traditionnels dans lesquels qui viennent s'imposer sur les femmes. Tu es soit très maternelle ou tu es rangée dans la femme tyran ou la réalisatrice diva. La difficulté de l'articulation travail-famille, évidemment. La création, le contenu, le contrôle, le pouvoir, on ne connaît pas. À la télévision, la réalisatrice ou le réalisateur est souvent signé, confirmé à la toute fin, ce qui fait qu'on n'a pas beaucoup de retard de pouvoir sur le contenu. Il y a un cantonnement par rapport à certains genres. Je fais juste vous Anouk, lire ces 2 vraiment citations-là. super rapidement. Oui. Merci. Par exemple, à la publicité où il y a beaucoup de sous, il y a une réalisatrice qui nous disait, j'ai un bon ami qui m'a dit, tu sais, la job, c'est comme un trip de pêche, tu n'amènes pas de filles là. Et une autre réal nous disait, regarde, dans le magazine, il y a des femmes, dans le documentaire, il y a des femmes aussi. Là, quand tu arrives dans téléfiction, des séries lourdes, ben là, oublie ça, il n'y a pas de femmes. Je passe la parole à Francine, je reviendrai pour la discussion. Merci, Anouk. Désolée pour les minutes en trop. Que serait une table ronde sans un léger défonçage du temps? Donc, Francine, le mot de la fin. On ne vous entend pas, Francine. Oui, votre micro est fermé. OK. Donc, pendant que Francine gère le problème de micro, on a une question de précision de Maude Thomas qui nous dit « Je comprends que la recherche est attardée à la réalisation, mais j'imagine que l'animation aurait tendance à montrer une meilleure parité, mais qu'elle demeure qu'illusoire puisqu'il n'en est rien derrière. » Donc, Anna ou Anouk, Oui, ben alors, depuis 2 ans, je mène une petite recherche avec Stéphanie Boisvert sur les animatrices télé. Effectivement, elles ont commencé à faire leur entrée sur les plateaux des émissions du soir à grande écoute. Il y a quand même des disparités, puis il y a surtout une manière de cadrer les femmes dans les rôles d'animatrices qui est vraiment différente, et une manière aussi d'appréhender les animatrices, là on ferait des liens avec les femmes dans la politique, de parler d'elles en dehors de leur rôle d'animatrice. Là-dessus, Francine a retrouvé son micro. Oui, je pense que j'ai retrouvé mon micro. J'étais mélangée entre toutes sortes de capsules. Alors, moi, j'aimerais simplement dire 3 ou 4 choses. Je ne reviendrai pas ou ne porterai pas de conclusion sur ce qu'Anna et Anouk viennent de dire. Je pense que c'est très clair. J'aimerais peut-être attirer l'attention parce qu'on a beaucoup de jeunes chercheurs ici et de moins jeunes chercheurs, faut-il dire, mais sur l'intérêt, d'une part, de faire de la recherche partenariale et de la recherche-action, parce qu'on voit que ce type de recherche-là, en tout cas pour ce qui est des réalisatrices équitables ou pour ce qui est de l'Association des réalisateurs ou encore que ce qui est pour l'Association des femmes en théâtre, ça donne une interaction qui mène à la fois à une meilleure compréhension des dynamiques en jeu, mais aussi ça mène avec, et ça c'est pas mal intéressant parce que c'est rare que ça nous arrive, ça nous permet aussi de participer à
à des actions militantes. Et souvent, les groupes ont besoin effectivement de, je dirais peut-être, de la légitimité que peut leur donner l'appui à des données qui ont été produites dans un contexte, par exemple, académique. C'est le cas pour les réalisatrices équitables, notamment, qui ont effectivement, au fil des années, fait pas mal de gains. Alors, l'autre aspect que je voulais souligner, c'est tout l'intérêt qu'il y a à faire des recherches longitudinales à partir des mêmes perspectives. Et dans le fond, ce que Anouk vient d'élaborer pour ce qui était des réalisatrices en télévision, ben nous, on l'a repris avec, si vous voulez, les femmes en théâtre pour s'apercevoir que les femmes sont encore lourdement absentes de la création et de la production et que ce n'est pas considéré très souvent comme une création individuelle, mais une création féminine. Alors, je reviens avec cette notion-là qui est fondamentale. La troisième chose, peut-être aussi, qui nous est bien montrée ici, c'est à quel point participation et représentation sont intimement liées et que, dans une certaine mesure, à cause des préjugés inconscients, à cause des murs invisibles, à quel point il est important que les femmes soient là pour que les choses changent. Et on s'en est aperçu aussi avec l'action des réalisatrices équitables. La dernière chose, je pense que dans tout ça, pour bouleverser les schémas établis, tout ça, le milieu de l'éducation est essentiel. Et en ce moment, on s'aperçoit encore qu'il y a beaucoup de retard, où il y a beaucoup de barrières qui sont pratiquement invisibles, qui perdurent. Une donnée simplement, par exemple, dans les écoles de théâtre du Québec, dans les universités et les cégeps, il y a très, très, très peu de pièces de femmes, par exemple, qui sont étudiées. Alors, vous voyez à quel point il y a toujours, si vous voulez, un renforcement de la représentation qu'on se fait des pouvoirs de créativité ou de productivité des femmes. Et on l'a mentionné tout à l'heure, les étudiantes ne sont pas nécessairement poussées par leurs professeurs vers la création ou vers la réalisation. Et ça, c'est aussi un problème parce que ça amène encore les femmes à participer à d'autres niveaux que ceux qui sont les niveaux les plus hiérarchiquement élevés. Alors, tout ça, en fait, c'est des choses qu'on peut retirer des différentes études qu'on a observées. Et je dirais, ce qui m'a un petit peu découragée avec l'étude de l'Union sur les femmes en politique, c'est que dans le fond, il me semble que Evelyne Tardy ou moi-même, il y a pratiquement 30 ans, on avait eu à peu près les mêmes réactions des femmes en politique. Mais dans le milieu du théâtre et dans le milieu de la création, il me semble que les choses vont mieux et j'espère que notre recherche actuelle pourra le démontrer quelque peu. Merci. Merci beaucoup, Francine, pour cette importante intervention. Donc, on a un commentaire ici, puis ça peut-être la dernière question que je prendrai juste sur cette présentation-là. Par la suite, on pourra arrêter l'enregistrement puis passer aux échanges plus transversaux. Alors, on a Jaël Marquis qui dit « Normal que Télé-Québec ait le plus de femmes réalisatrices puisque la chaîne présente plus de documentaires que les autres. Et on le sait que les femmes réalisatrices sont beaucoup en documentaire. » Donc, Anna, levez la main. Oui, en fait, je voulais réagir à ça parce que c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu quand on faisait la recherche encore pionnière. Oui, mais les femmes ne sont pas en fiction, sont en documentaire. C'est pour ça qu'elles ne sont pas en fiction. Mais en fait, une des raisons pour lesquelles elles sont en documentaire, c'est parce qu'elles ne sont pas en fiction. C'est-à-dire qu'il y a quand même plusieurs réalisatrices qui voudraient faire de la fiction, mais qui n'arrivent pas à percer le milieu de la fiction, puis qui se retrouvent en documentaire, parfois par dépit ou par plan B. Donc, effectivement, c'est un enjeu. Bon, Jaël répond, oui, c'est ce que je sous-entendais. Effectivement, la fiction est encore un boys club plus dur à pénétrer que le documentaire. Excellent. Bien, écoutez, merci beaucoup pour ces questions de précision. Maintenant, on va arrêter l'enregistrement. C'est là qu'on va dire les vraies affaires. Non, c'est pas vrai. C'est fait. C'est fait! Excellent. Non, c'est parce que je voyais encore recording. Fait que j'étais confondue. Donc, ben, écoutez,